C'est bon ? Allez. Alors, je vous propose qu'on démarre. Vanessa m'a dit qu'il était 25, nous pouvons démarrer. Donc, on attaque pour cette dernière séance de la journée où on a le plaisir d'accueillir donc Paul Pasquali et Adrien Witz. Donc, la question qui est posée par cette conférence ce soir, c'est: l'école est-elle un vecteur d'ascension sociale ? Alors, le rôle de l'école, il a déjà été pas mal interrogé depuis hier dans les différents ateliers, où il a notamment déjà été pas mal question de présentation sur des dispositifs d'ouverture sociale. Et on va aborder cette question maintenant grâce aux travaux et aux publications et aux recherches de nos deux conférenciers. Alors, pour commencer, on a organisé la séance autour de 3 grandes questions. Et on espère avoir ensuite un petit peu de temps pour du débat avec la salle et avec ceux qui nous écoutent à distance. Pour commencer, quelques mots de présentation. Alors, Paul Pasquali, vous êtes chercheur en sociologie au CNRS à l'IRIS. On ne va pas évoquer ici tous vos travaux, en particulier, on ne va pas évoquer ici vos travaux sur l'histoire de la sociologie ou sur le métier de sociologue, mais on va se concentrer sur vos travaux sur les mobilités sociales, en particulier sur les mobilités ascendantes et en particulier sur les mobilités scolaires. Et je citerai juste 2 ouvrages. Un ouvrage que vous publiez d'abord en 2014 et puis il y a une réédition cette année qui s'appelle « Passer les frontières sociales ». Comment les filières d'élite en trouvent leurs portes. C'est un ouvrage qui repose sur une enquête au long cours que vous avez réalisée auprès d'étudiants bénéficiant de l'ouverture sociale des grandes écoles et qui cherchent en fait, en très grand résumé, à comprendre ce que signifie concrètement changer de milieu social et tout faire pour réussir. Et puis le deuxième ouvrage que je peux citer, vous l'avez là, je me permets, c'est celui-là, qui est sorti en septembre, qui s'appelle « Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite 1870-2020 ». Et là, il s'agit... C'est le sous-titre, pardon. Héritocratie, j'ai oublié le titre, pardon. Et là, il s'agit d'une enquête socio-historique qui s'intéresse à la démocratisation des grandes écoles, ou plutôt à l'introuvable démocratisation des grandes écoles, et qui se demande si ces grandes écoles n'ont jamais véritablement récompensé le mérite. Françoise, je te laisse présenter. Avec Paul Pasquali interviendra Adrien Witz. Adrien Witz est professeur agrégé en économie et gestion, affecté à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. Précédemment, il a enseigné dans le second degré, dans un lycée qui était classé en éducation prioritaire, et il s'est positionné à l'IEP, pas assez proche, et il s'est positionné dans l'IEP sur un ensemble de missions qui visent à la démocratisation à la fois du recrutement de l'IEP, mais aussi de la diplomation et de l'arrivée au diplôme de l'IEP. Et c'est ainsi qu'il est assez logiquement référent mission démocratisation de l'IEP d'Aix-en-Provence. Il a été depuis des années tête de cordée, comme on dit ici, pour une cordée de la réussite qui visait à pousser les lycéens à envisager une poursuite d'études à l'IEP. Cela l'a amené à envisager d'autres façons de faire pour atteindre l'objectif visé. Et c'est ainsi qu'il a, durant plusieurs années, je crois qu'il a arrêté cette année, échangé une partie de son service de l'IEP avec une collègue qui était professeure d'économie-gestion au lycée, en seconde, tandis que lui-même assumait, devant les élèves de seconde, la partie de service que sa collègue laissait pour assumer son service IEP. Depuis, de plus, il a impulsé une convention entre l'IEP et ce lycée, convention ou une entente, qui modifie la procédure de sélection à l'entrée de l'IEP pour les élèves de ce lycée qui ont suivi une formation qu'il a conçue. Il a donc conçu le dispositif de préparation à cette entrée, repensé à l'IEP, et il s'occupe aussi d'accompagner les jeunes en question après leur entrée à l'IEP, dans leurs études à l'IEP. J'ajoute que l'IEP a aussi engagé une étude de suivi de cohorte qui est menée par Magali Naujon, maître de conférence à l'IEP d'Aix, avec Camille Fleurer, et qui a fait une présentation dans l'atelier 11, juste avant ce qui était. Cette expérimentation novatrice fait écho à celle observée par Paul Pasquali, tout en relevant du modèle opposé, on peut le noter, puisque cette formule consiste non pas à changer les élèves pour qu'ils passent le concours, pour qu'ils puissent passer le même concours que les autres, mais à changer le concours lui-même. Et c'est ce qui a retenu notre intérêt pour cette conférence. Je dirais que Adrien Witz est un expert
mais aussi un praticien des processus que nous étudions dans cette rencontre RJS. Ces changements à la fois personnels, mais aussi institutionnels, affectifs, intersubjectifs, cognitifs, de toutes sortes, qui sont associés aux sorties de classes populaires ou bien qui empêchent les sorties de classes populaires et dont nous parlons depuis les conférences d'ouverture de Chantal Jacquet et Vincent de Goljac. La parole est à nos conférenciers. Alors on commence par une première question. En fait, on va vous poser la même question à tous les deux. Pour démarrer cette conférence, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement les dispositifs que vous connaissez, que vous étudiez, et peut-être, tout en préservant l'anonymat des individus, peut-être nous donner des exemples, des illustrations de cas de mobilité sociale favorisée ou empêchée. On commence par vous ? Donc moi j'ai travaillé essentiellement sur des classes préparatoires, une en particulier, mais les classes préparatoires qui, donc en amont des concours maintenus des grandes écoles, en particulier les instituts d'études politiques, visent à renforcer la maîtrise de certaines disciplines, certains savoirs et savoir-faire, pour améliorer la diversité des effectifs des instituts d'études politiques, de certaines écoles de commerce aussi. Et donc ce genre de classe préparatoire est dite expérimentale, puisque fonctionne selon un modèle pédagogique tout à fait particulier, ajusté aux élèves concernés. Donc il s'agissait d'en passer les frontières sociales. Je parlais d'une prépa réservée à des élèves issus de lycée ZEP d'une académie, avec une équipe d'enseignants qui était pour partie composée d'enseignants qui exerçaient en ZEP et pour autre partie d'enseignants qui exerçaient en classe préparatoire. Et l'idée de ce genre de classe préparatoire, mais il y en existe d'autres en France, sous d'autres noms, notamment on parle de classe préparatoire à l'enseignement supérieur, c'est de favoriser des ascensions sociales dans le respect des principes républicains, de l'élitisme républicain, concours anonyme, etc., épreuve écrite, donc contre le genre de discrimination positive ou d'ouverture sociale qui avait été mis en place dès 2001 à Sciences Po Paris avec les conventions éducation prioritaire. Il s'agissait de maintenir le principe du concours. Voilà. C'est ce genre de dispositif qui m'intéresse, mais petit à petit, donc dans le dernier ouvrage, je me suis intéressé à d'autres dispositifs de manière plus socio-historique, j'en reparlerai tout à l'heure, parce qu'il me semble qu'il faut à la fois avoir une vision très précise des dispositifs pour éviter les grandes généralités, les grandes généralisations, parce que chaque dispositif est particulier, et en même temps, il faut les penser en relation, parce qu'il y a un véritable champ des dispositifs d'ouverture sociale qui est en train de se structurer, et qu'on ne peut pas comprendre un tel dispositif sans réfléchir à son opposition ou à sa complémentarité avec d'autres dispositifs. Adrien, alors quelques éléments de description de ton terrain, de ton objet. Alors, je vais peut-être faire l'historique parce que ce sera plus simple pour comprendre le dispositif. Quand j'ai été recruté à Sciences Po Ex, j'ai assez rapidement pris la responsabilité de la cordée de la réussite, qui s'appelle IEPEI et qui, au niveau national, ça s'appelle PEI. Et c'est un dispositif mis en œuvre par les Sciences Po du concours commun, qui était effectivement en opposition avec le dispositif de Sciences Po Paris, puisqu'il s'agissait, et il s'agit toujours, d'avoir, avec des lycées partenaires, une aide pour que des élèves issus de milieux modestes, alors on ne va pas rentrer ici, je pourrais poser après, je pourrais répondre à vos questions sur qu'est-ce qu'un élève modeste, parce que c'est une vaste question, mais en gros, aider des élèves modestes à passer le concours, via des concours blancs, via une plateforme numérique, etc. Et parmi nos lycées partenaires, il y avait le lycée, je peux dire le nom puisque tout le monde sait le partenariat que nous avons avec ce lycée, c'est le lycée Saint-Exupéry, qui est un lycée très particulier parce que c'est le grand lycée des quartiers nord de Marseille. Et alors, pour des raisons un peu d'histoire personnelle, parce que moi je suis pas enseignant-chercheur, hein, je
je suis ce qu'on appelle Prague, effectivement, prof agrégé, donc détaché dans le secondaire, et donc j'ai commencé ma carrière dans le secondaire. Et alors j'adorais mon poste à Sciences Po, et je l'adore toujours, hein, c'est extrêmement agréable d'enseigner à Sciences Po Aix, mais le lycée me manquait un petit peu, et donc pour des raisons un peu personnelles, et puis aussi pour mieux comprendre ce qui se passait dans ce lycée, nous avons mis en place avec la référente du lycée Saint-Exupéry ce système d'échange où en gros moi j'ai pris en charge une de ses classes de seconde en SES et elle a pris en charge un de mes groupes de première année. Et quand j'ai commencé à enseigner dans ce lycée, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement difficile pour un bon élève d'avoir le niveau suffisant pour passer le concours, même malgré toute l'aide qu'on pouvait leur apporter. Et pleinement soutenu par mon directeur et le directeur des études, j'ai profité d'un nouveau dispositif mis en place par le ministère qui s'appelle toujours, je crois, il existe toujours, je sais plus en fait, les 10% des meilleurs bacheliers. C'est-à-dire que les 10% des meilleurs bacheliers devaient trouver une place dans une filière sélective. Alors on est très libre de choisir ces 10%, mais du coup on a profité de ce dispositif pour sélectionner certains élèves du lycée Saint-Exupéry que l'on suivait de manière très suivie depuis 2 ans. On les a sélectionnés pour qu'ils rentrent à l'IEP par une voie parallèle. C'est-à-dire, alors, quels étaient les critères ? Ils devaient avoir mention au bac, ils devaient avoir passé le concours, et puis ils devaient avoir suivi sérieusement, évidemment, toute la préparation qu'on leur proposait. Et puis il y avait un oral de sélection. Et on a commencé comme ça. Et c'est aujourd'hui la 5e promo. Donc ils sont un peu moins de 25 aujourd'hui à avoir bénéficié de ces admissions parallèles. Et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait il fallait, enfin de toute façon on le savait, qu'il fallait les suivre de manière particulière. Et on a tâtonné. On a commencé à faire une première année en 2 ans. C'est-à-dire ils faisaient leur première année en 2 ans, dispositif qu'on a abandonné, pour des raisons que je pourrais vous expliquer après. Et alors peut-être très rapidement un court bilan. Donc sur un peu moins de 25, 4 sont partis, 2 volontairement. Une pour des raisons très personnelles, l'autre parce que en termes de niveau, ils ne s'en sortaient pas. Et 2 n'ont pas validé leur année et donc ont dû partir. Une a voulu partir à la fin de sa 2e année parce qu'elle avait redoublé. Et puis, en fait, elle a décidé, là, très récemment, en fait, de revenir et on l'a autorisée à redoubler sa 2e année. Très, très rapidement, parce que vous me demandiez un peu des exemples de réussite. Alors, je vais parler de manière très large. Hein. Moi, le bilan que je tire, c'est que le succès qui moi-même m'a étonné, c'est en termes pédagogiques. C'est-à-dire, même les étudiants qui avaient un retard important en matière scolaire, je pense à l'orthographe, à la capacité d'abstraction, à l'aisance à l'oral, ont, je trouve, assez rapidement rattrapé leur retard. Alors évidemment, il y a des épreuves qui restent très discriminantes socialement, je pense au grand oral par exemple. Mais globalement, le succès pédagogique de ce qu'on a fait m'a très positivement étonné. Des difficultés que je n'avais pas du tout perçues, c'est les difficultés de s'adapter au rythme de travail de l'IEP. Et les élèves dont je vous parlais là, c'est-à-dire ceux qui ont abandonné ou qui sont partis, n'étaient pas forcément les plus en difficulté scolaire au début. Ce n'est pas ceux qui avaient le plus de difficultés, mais c'est ceux qui, déjà au lycée, étaient les moins sérieux. On les a pris pour leur potentiel, pour toute une série de raisons. Mais c'était des élèves qui, donc, étaient en termes de rigueur dans le travail, étaient parfois un peu imparfaits, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à travailler avec eux.
et je vais y revenir après parce que c'est quelque chose qui me paraît important, c'est que ça reste pour moi un mystère. Et même en discutant largement avec eux de ça peut s'expliquer pour des raisons personnelles, mais c'est pas forcément non plus les élèves qui étaient les plus en difficulté sociale. Il se passe quelque chose qui est de l'ordre vraiment des habitudes de travail et de leur scolarité antérieure. En tout cas, c'est l'hypothèse que je pose et c'est eux-mêmes ce qu'ils m'ont dit. Je pense à un élève très intégré, vraiment à l'IEP, qui voulait rester, mais qui à un moment a abandonné parce que tout simplement, il n'arrivait pas à se concentrer suffisamment. Alors on a mis en place une série de dispositifs, de planning pour les aider à travailler un peu plus sur le long terme. Mais globalement, ça c'est quelque chose de très difficile, ce qui nous a amené à durcir du coup la sélection des bénéficiaires, notamment en termes de travail. L'autre, on va dire, point un peu négatif, c'est, alors encore une fois, moi je ne suis pas sociologue, donc voilà, ça peut paraître naïf, mais j'avais sous-estimé les difficultés que je qualifierais peut-être maladroitement d'ordre psychologique de l'arrivée à l'IEP. Voilà, je donne un exemple tout bête, mais le rapport au fait, par exemple. C'est-à-dire, dans une grande école, vous avez des étudiants qui sont très policés dans le cadre normal, et puis il se passe beaucoup de choses d'un point de vue social lors des fêtes, et notamment la question de l'alcoolémie. Alors, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, nous, évidemment, en tant qu'institution, mais les élèves qui ont bénéficié de notre dispositif, c'est quelque chose qui les choque beaucoup. Le rapport à l'alcool des étudiants, par exemple. Donc bref, il y a toute une série, le rapport au corps, enfin, il y a toute une série comme ça de chocs psychologiques qu'on n'avait pas suffisamment anticipé, en fait. C'est que c'est difficile, en fait. Ils vivent une expérience psychologique qui est difficile et que voilà, on avait peut-être sous-estimé. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Non, pas trop. C'est le moment de la deuxième question, alors. Et on va commencer par toi, Adrien. Pour la deuxième question, la montée en généralité et répondre à une question à laquelle tu as pensé pour reprendre un peu de recul sur cette expérience. Et tu me disais que tu voudrais traiter des contraintes et dilemmes que tu as vécus à partir de ton expérience d'enseignant en éducation prioritaire dans un lycée pour faire conduire cette expérience de passerelle. Oui. Alors, tout d'abord, encore une fois, je ne suis pas du tout sociologue de l'éducation. J'ai enseigné 4 ans dans une classe de seconde, vous voyez. Donc, ce que je vais dire n'engage vraiment que moi. Et ça n'engage même pas l'enseignement dans le lycée, vous voyez. Moi, ce qui m'a profondément marqué quand j'ai pris en charge la classe de seconde, encore une fois, donc quelque part, rien à voir avec le dispositif, vous voyez. Sur les 120 élèves que j'ai eus en tout pendant 4 ans, 2 ont intégré l'IEP. Donc voilà, c'était vraiment une classe de seconde lambda. Ce qui m'a marqué, c'est quelque part la motivation des élèves. L'école, c'est très important. Ils veulent absolument avoir des bonnes notes. Et en même temps, leurs difficultés très fortes, à la fois scolaires, de concentration et de capacité de travail. Et face à ça, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un dilemme entre... un trilemme, j'allais dire, entre 3 exigences. Quelque part, l'égalité des chances, c'est-à-dire leur donner les moyens d'avoir un diplôme du supérieur. Ensuite, la lutte contre l'échec, c'est-à-dire permettre à tous les élèves, malgré tout, de se sentir intégrés dans la classe et de ne pas se sentir trop en échec. Et puis, tout simplement, la gestion de classe. Et pourquoi je dis que c'est un peu contradictoire ? Parce que... à la fois pour avoir le calme. Alors encore une fois, les élèves n'étaient pas du tout hostiles. Enfin, vous voyez, je ne veux pas du tout donner une image négative de ces élèves. Simplement, la gestion de classe est compliquée pour des questions de concentration, de bavardage, etc. Et pour assurer cette gestion de classe, parfois les exercices que j'étais amené à leur proposer étaient des exercices en fait très peu intéressants pédagogiquement. Je pense au texte à trous, par exemple, ou le fait de dicter. Parce qu'ils étaient très attachés à avoir un beau cahier. Et donc, en fait, le fait de dicter était quelque chose qu'ils aimaient bien, en fait, paradoxalement. Alors, je trouvais ça très ennuyeux, mais eux, pas du tout. Noter au tableau, même. Ils me demandaient de noter d'abord. Je notais des phrases au tableau qui recopiaient. Je faisais ça vraiment quand la situation était hors de contrôle. Et en même temps, parfois, les exercices que je trouvais vraiment très intéressants pédagogiquement, la manipulation de l'abstraction,
le fait d'écrire, le fait de synthétiser des éléments qu'on avait vus, étaient des éléments qui les mettaient beaucoup en échec et qui étaient plus difficiles à gérer en termes de gestion de classe. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'étais amené parfois à surritualiser, à leur faciliter la tâche, de manière relativement efficace parfois dans la gestion de classe et pour intégrer tout le monde. Et en même temps, je me disais, mais ça ne les prépare pas du tout à l'enseignement supérieur, parce qu'ils n'étaient du coup pas du tout autonomes. Un truc tout bête, mais mes collègues m'avaient conseillé de ne pas leur demander de prendre une feuille avant le cours, de leçon, machin, etc. C'est de leur donner tout de suite un polycopier. Parce qu'en fait, le simple fait de leur demander de prendre une feuille, ça peut prendre 5 minutes. Parce qu'ils n'en ont pas, ils s'échangent, il y a des vannes, il y en a une fois qui s'est coupée, alors ça fait toute une histoire. Enfin voilà, donc pour gagner du temps, on leur distribue les photocopies. Mais ce que je me disais, mais c'est que dans l'enseignement supérieur, comment vont-ils faire ? Et voilà, c'est ce dilemme-là qui m'a posé question. Et du coup, en revoyant certains de ces élèves après, moi, quand je les revoyais à l'IEP, je me disais, mais en fait, leur difficulté à travailler, elle vient aussi peut-être de là. C'est-à-dire la manière dont, dans l'éducation prioritaire, un élève plutôt à l'aise scolairement peut s'en sortir avec en fait très peu de travail et très peu de concentration. Et c'était un petit peu dans le mystère dont je vous parlais là tout à l'heure, c'était un peu cette question vraiment purement pédagogique de la manière dont on enseigne dans l'éducation prioritaire qui m'interpellait. Donc comment concilier exigence et bienveillance vis-à-vis de ses élèves, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et on parlait tout à l'heure d'un sociologue qui m'avait beaucoup inspiré, qui s'appelle Jean-Pierre Terrail, sur la pédagogie de l'exigence. Mais vraiment, concrètement, c'est compliqué. Voilà, désolé, j'ai encore beaucoup parlé. Alors, une question de montée en généralité aussi pour vous, Paul Pasquali. Une question assez large. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon vos travaux y permettent d'éclairer en fait la question qui est posée par ce colloque, qu'on pourrait exprimer de la façon suivante ? Quelles sont les possibilités d'empêcher la reproduction des positions sociales dominées par une action volontariste du côté de l'école ? Bon, c'est la question à 1000 euros. Moi, ce qui m'a intéressé et ce à quoi je me suis consacré, c'est pas tellement de savoir comment on fait pour faire reculer la reproduction. C'est plutôt d'étudier des trajectoires et de les resituer par rapport à d'autres trajectoires. Donc les trajectoires d'élèves par rapport à celles des enseignants d'une part, et puis les trajectoires des élèves donc de milieux populaires par rapport à leurs parents, à leur milieu d'origine. Donc au lieu de poser la question en termes de réussite, d'ascension, d'excellence, etc., je replaçais ça dans le cadre d'analyse d'un grand sociologue de l'immigration qui s'appelle Abdelmalek Sayad. Et j'ai, par métaphore, parlé de migration de classe en montrant qu'on ne peut pas comprendre une trajectoire dite de réussite, donc sans comprendre comment elle s'entrechoque, comment elle est parasitée ou comment elle est appuyée sur des expériences dans le milieu d'origine. Le regard dominant sur les étudiants bénéficiaires de l'ouverture sociale, ou bien les folklorise ou les essentialise, ou bien oublie tout simplement les coupes de ceux qui sont socialement, en considérant que c'est juste des élèves de banlieue, des élèves qui sont en réussite, etc., des élèves méritants. Donc quand on rentre dans le détail de ces configurations familiales, là on a déjà des réponses non pas générales sur comment il faut faire pour faire reculer la reproduction sociale, mais au moins de rendre compte de ce qu'on peut appeler des conditions de possibilité, des conditions sociales de possibilité d'une migration de classe qui comporte toujours une émigration et une immigration de classe. Et donc, j'en ai ciblé quelques-unes avec un travail à la fois ethnographique et statistique. Je m'étais rendu compte que ce n'était pas n'importe quels élèves qui franchissent les frontières sociales. Souvent, ce sont des enfants de milieux populaires, mais de pas n'importe quel milieu populaire. C'est des classes populaires plutôt stables, des fractions stables de ces milieux-là. C'est des fratries réduites. C'est des parents où au moins un des deux a eu un rapport à l'école assez positif, de familiarité, même si la scolarité a pu être interrompue. Il y a des aspirations très fortes qui sont demeurées. Enfin, il y avait la question tout simplement de la scolarité suivie par les élèves. On a dit des élèves qui ont un certain, au moins un sens de la discipline, mais
au-delà de ça, je m'étais rendu compte que beaucoup avaient fait des options rares, des langues un peu différentes des autres, etc., ou des options artistiques, et qui se retrouvaient dans des situations où, sans être brillants, ils s'étaient mis un peu sur un piédestal, ils se sentaient eux-mêmes différenciés par l'institution scolaire très tôt, donc ils s'imaginaient, ils réfléchissaient davantage à leur avenir que les autres, puisque dans les milieux populaires, il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré, il est très compliqué de se projeter au-delà d'une des échéances les plus proches, en fait. Quand on est au lycée, on pense au bac, on ne pense pas à l'enseignement supérieur dans beaucoup d'établissements ou de familles populaires, ou alors on en passe de manière assez vague. Et donc du coup, il y a un certain nombre de conditions sociales, de possibilités dans leur milieu d'origine, mais ensuite, la question qui se pose, et c'est une manière de répondre à la question que vous posez, c'est celle des conditions, on va dire, de félicité de l'immigration de classe, donc c'est-à-dire de l'arrivée dans le groupe social d'accueil, donc en l'occurrence dans les classes supérieures, quand on atteint une position socio-professionnelle supérieure, ou l'entrée dans une grande école, le rapport au condisciple, le rapport à la nouvelle condition d'étudiant ou d'étudiant privilégié dans un établissement réputé, etc. Et donc là, pour interroger, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut tout à fait remplir les conditions sociales de possibilité vis-à-vis de son milieu d'origine, et que ça se passe mal ensuite, et qu'on ne passe pas les frontières sociales, ou moins, ou difficilement, ou partiellement, et on peut abandonner un cours de route, on peut, voilà. Moi, passer les frontières sociales, c'est une comparaison entre différentes trajectoires de ceux qui ratent un concours d'entrée aux IEP à ceux qui le réussissent, mais en passant par ceux qui le réussissent à moitié, parce que en fait ils y rentrent, mais finalement ça leur va pas, ou au contraire veulent, selon leurs propres termes, réussir autrement, en allant dans des filières plus sélectives que l'université classique, mais néanmoins qui les conduisent à des positions moins privilégiées que s'ils avaient fait une grande école. Donc les conditions de félicité dans le groupe social d'accueil, ça consiste à penser en fait, non pas individuellement comment chacun se positionne vis-à-vis de sa nouvelle place, mais réellement qu'est-ce qui structure en fait cette expérience collective de tous ceux et toutes celles qui rentrent comme par effraction en fait dans des univers qui leur sont pas destinés objectivement, qui sont forcément minoritaires dans ces univers et qui rentrent dans des univers dont la culture, le langage, les codes sont diamétralement opposés à ceux dans lesquels ils ont baigné et dans lesquels ils baignent encore bien souvent. Donc du coup, là où il faut le rôle du sociologue, c'est de suivre sur le temps long, le plus longtemps possible. Donc moi, dans mon cas, c'était 5 ans, la métamorphose qui peut s'opérer ou pas, enfin jusqu'à un certain degré, pour que réellement le passage des frontières sociales non seulement se fasse, mais se fasse dans des conditions, disons, qui ne génèrent pas trop de tension. Ce que j'ai identifié parmi ces conditions sociales de félicité, il y avait à la fois le rapport aux autres, donc c'est-à-dire à tous ceux qui, par leurs origines sociales, par la couleur de peau, leur scolarité, sont comme des poissons dans l'eau, au moins aux yeux de ceux qui franchissent les frontières sociales. Donc ce rapport aux autres, il peut varier vraiment depuis donc, ce que j'appelle le rapport d'imitation. On s'inspire de la façon dont sont les autres pour trouver sa place. Puis à l'inverse, il y a ceux qui sont dans l'évitement quand ils arrivent dans une classe préparatoire ou dans un institut d'études politiques. Ils peuvent trouver par différentes manières mille et une façons de se soustraire à la sociabilité dominante, au code, à l'usage de l'alcool dans certaines fêtes, à l'adhésion dans des associations d'élèves ou d'étudiants qui sont très importantes dans beaucoup d'établissements sélectifs, et on n'en fait justement pas partie pour marquer la différence. Et puis il y a des phénomènes aussi qui m'intéressaient beaucoup parce que ça posait la question classique en sociologie, d'éducation et plus largement en sciences sociales, d'une socialisation par confrontation.
c'est-à-dire le fait d'assumer sa différence et de trouver sa place en s'opposant publiquement, par exemple en cours ou durant des moments plus informels, à ce qui fait l'altérité sociale, c'est-à-dire à des élèves de milieux favorisés qu'on va prendre à partie, ou simplement le fait de choisir des sujets ou des questions, quand les enseignants le proposent, qui font ressortir la différence de l'étudiant, la différence sociale, et mettent en valeur cette différence-là. Donc on l'assume, on ne la cache pas, à la différence de la posture d'imitation. Donc ces façons-là de poser les questions, de regarder les conditions sociales de félicité, ça permet du coup d'analyser, de comparer des trajectoires qui, vues de loin, peuvent être homogènes, c'est-à-dire on a réussi, on n'a pas réussi, on est diplômé, on n'est pas diplômé, mais qui en fait, vues de plus près, sont toujours très différentes, sans pour autant renvoyer à des psychologies, à des psychologies individuelles, déconnectées des trajectoires sociales antérieures. L'un des principaux résultats en fait de l'enquête, c'est quand même que donc j'ai pas dit tout à l'heure, mais donc il y a 10% des élèves passés par la classe préparatoire sur laquelle je travaillais réussissent à intégrer un IEP de province. Parmi ces élèves, il y a des grandes différences entre ceux qui rentrent ric-rac et puis ceux qui n'ont aucune difficulté, non seulement à réussir le concours, mais ensuite à trouver leur place et ensuite à avoir un emploi à la hauteur non seulement de leurs aspirations, mais des aspirations qui sont celles, on va dire, d'un étudiant moyen d'un IEP de province. Mais il y a évidemment des différences, et l'un des principaux résultats, c'est que les handicaps de départ demeurent, aussi bien dans l'analyse des chances de réussite des étudiants, c'est-à-dire que ceux qui réussissent sont ceux qui avaient déjà les meilleures notes, ça on le voit avec l'analyse des bulletins scolaires, avaient déjà les meilleures notes avant, donc l'effet prépa ne se joue pas du tout à ce niveau-là, et ça se vérifie ensuite parmi ceux qui réussissent le concours, dans leur destinée professionnelle et dans leur capacité à se fondre rapidement dans les codes de leur nouvel univers social. Je ne sais pas du coup si j'ai répondu. Bon. On avait envisagé une troisième série de questions, alors, en se dépêchant toujours, avant d'ouvrir le débat, c'était sur éventuellement imaginer des pistes d'action publique. On vient d'insister là sur la dimension psychologique et sociale des compétences qu'il faut avoir pour réussir cette émigration de classe suivie de l'immigration. Mais quid de l'action publique à vous entendre, on est assez moyennement optimiste. Est-ce que vous pouvez dégager quelque chose comme quelque chose qui pourrait intéresser les institutions qui sont concernées par ces phénomènes qu'on vient de voir? Qui commence? Je vais commencer parce que moi, je ne suis pas du tout sociologue, donc voilà, moi j'ai une vision j'ai une vision de prof en fait. Et pour moi, le scandale quelque part qui écrase tout, c'est ce que j'ai vu en début de seconde, c'est-à-dire des élèves qui sortent de REP, qui sont plutôt motivés, qui avaient des notes correctes et qui ne sont pas capables de lire un texte de plus de 10 lignes et qui ne sont pas capables d'écrire 2 lignes en faisant pas une faute d'orthographe par mot. Quelque part, cette injustice-là, elle écrase toutes les autres. Et moi, tous les dispositifs de démocratisation, par ailleurs, menés par les grandes écoles, sont évidemment pas inintéressants. C'est plutôt bien que ça existe. Mais si vous voulez, le point essentiel, c'est quand même les inégalités de niveau, de conditions d'enseignement, qui sont liées évidemment à des conditions de vie très différentes. Vous voyez, moi j'avais des élèves qui étaient dans des conditions sociales tellement difficiles en seconde que évidemment le travail scolaire était tout simplement pas possible. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il y a un rôle joué par l'école et qui est difficilement joué, tout simplement. Et moi, je pense qu'en fait, il faut, on en discutait tout à l'heure, le nerf de la guerre,
pour la démocratisation, c'est un prof motivé avec un ou plusieurs élèves, c'est-à-dire un prof qui engueule parfois, qui fait progresser, qui fait travailler et qui va amener les enfants, les jeunes à progresser et à changer un petit peu leurs aspirations. C'est ça le nerf de la guerre. Et moi, je pense qu'on est maintenant sur des dispositifs de démocratisation qui sont trop lourds, trop compliqués. Ça devient une priorité politique et donc... comme souvent politique publique, ça devient un peu des usines à gaz. Et il y a trop de gens pour gérer la machine et pas assez de gens pour être face à des élèves. Et je pense que du personnel de direction des établissements, les enseignants jouent un rôle absolument clé qui est trop souvent négligé en fait dans les politiques publiques. Voilà. Pour moi, c'est très très simple. C'est comment faire en sorte qu'il y ait plus de profs motivés, l'adjectif est important, face aux gamins qui en ont le plus besoin. Ça reste le plus important. Bon, ça va être pas vraiment le schmilblick, mais désolé. Je pense que pour les sociologues, ça ne se pose pas comme ça, la question. Je veux dire, on n'est pas payé pour donner des conseils on n'est pas conseiller du prince. Enfin, en tout cas, on n'est pas payé pour ça. Et les princes ne sont pas payés pour faire les recherches. Donc, je pense ce qu'on peut essayer de faire, en revanche, c'est de reformuler les questions telles qu'elles sont posées habituellement. La question qui est posée d'ailleurs par ce colloque, elle est intéressante parce que c'est la question des transclasses, en fait, c'est la question de la reproduction, en réalité, et de ses éventuelles failles. Puisque la reproduction sociale étant une tendance statistique, il y a toujours une part de raté, toujours une part de miracle, certains diraient. Moi, ce que j'essaye de faire et de défendre, c'est de réhistoriciser, en fait, ces questions, de se servir de l'histoire pour mieux comprendre le présent. Parce que la reproduction sociale, c'est bien sûr, c'est une tendance statistique qui se mesure, etc. Mais c'est surtout un produit de l'histoire, un produit d'une histoire faite de lutte, faite de rapports de domination. Et donc, je ne pense pas que tout le monde ait intérêt à ce que la reproduction sociale recule. Pas du tout. Je ne pense pas qu'on ait intérêt... ça, c'est vraiment un discours... c'est un discours qui permet de masquer en réalité des divergences d'intérêts qu'ont les groupes sociaux et depuis la nuit des temps. Si on historicise la reproduction sociale, on doit savoir essayer en tout cas de déterminer à partir de quand, par exemple, les grandes écoles sont devenues grandes, à quoi tient leur grandeur historiquement, comment elles sont battues pour que cette grandeur soit reconnue, au point de l'imposer au plus grand nombre. Parce que les grandes écoles, c'est 5% d'une génération. Donc, quand on a cette donnée en tête, les 95% qui restent, je parle évidemment des non-diplômés ou des peu diplômés d'un côté, mais je parle surtout du lot commun, que sont les diplômés d'université, les diplômés des IUT, les BTS, qui sont en fait la majorité numérique. Donc, quand on pose cette question de cette façon-là, se pose la question des responsabilités, non pas au sens juridique du terme, mais au sens historique. Comment ça s'est passé, tout ça? Donc, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais moi, c'est comme ça que je me suis posé la question, en remontant le fil, en fait, des rapports de pouvoir qui font qu'aujourd'hui, effectivement, 90% des étudiants de HEC ou de Polytechnique viennent des milieux très aisés, et qu'on se bat pour faire entrer quelques boursiers, histoire de diversifier, le mot est important, diversifier, pas démocratiser, on diversifie. Donc on peut diversifier à partir de 0,5%, c'est de la diversification. Et donc comment on fait en fait pour rendre cette homogénéité acceptable? Comment on essaye de changer les choses sans transformer la société? C'est ça qui est en jeu. Donc dire tout ça, ça permet de revenir sur
des luttes qui sont toujours présentes. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, les politiques d'ouverture sociale sont en grande partie mises en œuvre donc, par des établissements, par des grandes écoles, mais chapeautées et défendues au niveau national par la conférence des grandes écoles. Dans mon livre, Héritocratie, je raconte comment est née cette conférence des grandes écoles en mai 68, en réponse en fait à un mouvement qui était en train de les déstabiliser au point de les faire disparaître. Et il a fallu des interventions en haut lieu et la formation de ce genre de lobby pour que les grandes écoles demeurent. Et à l'époque, elles sont restées, elles ont été sauvées sur intervention de l'Élysée, de Matignon, et en contrepartie d'une loi, la loi Faure, qui permettait aux universités d'être refondues et à la sélection qui était alors en discussion de ne pas avoir lieu dès après le bac. Donc on pouvait rentrer à l'université, depuis 68 c'était officiel, sans qu'il y ait d'examen, de concours. C'est notre sélection qui se passait, la sélection était graduelle, progressive, voilà, celle qu'on connaît aujourd'hui à l'université. Celle que Parcoursup est en train lentement de battre en brèche, puisque Parcoursup étant inspiré par le modèle des filières d'élite, il s'agit de mettre des dispositifs de sélection le plus tôt possible, alors avec des bricolages, et des modèles hybrides, etc. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on repense historiquement les choses, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choix politiques qui ont été faits, de luttes qui ont été menées, qui ont été largement gagnés par les élites et les filières d'élite, c'est le sens de l'histoire, mais que ce sens de l'histoire, en fait, il cache des alternatives, il cache des manières autres de poser les questions, et que l'une de ces grandes questions qu'on ne pose plus, et c'est les questions qui ne se posent plus qui sont les plus intéressantes, c'est celle du dualisme qui sépare les universités des grandes écoles. Pourquoi, au fond, il faudrait conserver cette frontière-là, ou en tout cas la considérer comme non seulement logique, mais désirable, souhaitable, etc. Donc c'est très intéressant, puisque j'ai vu récemment un certain nombre de réactions à des interviews que j'avais données, et je vois c'est tout le panorama, enfin la palette des arguments que les étudiants des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. ont pour dire, mais voyons, on est les meilleurs, ça se voit, et puis vous voulez quoi, que des incompétents qui fassent le travail de pilote de ligne ou d'ingénieur, vous vous rendez pas compte, c'est démagogique. De toute façon, vous êtes gauchiste, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point il y aurait plus d'ordre dans la société, etc., etc. C'est très intéressant parce que ça considère, enfin, le sous-entendu de tout ça, c'est que donc les universités ou le système universitaire majoritaire donc est là pour former des gens qui ne seraient pas capables, c'est-à-dire des incapables. Donc il y a une forme de mépris de classe ou d'élitisme en réalité qui ne dit plus son nom, parce qu'on ne peut plus être franchement élitiste comme on l'était en 68 ou même dans les années 80 quand la troisième voie à l'ENA a été créée et qu'on pouvait encore dire que les énarques de la troisième voie étaient des amateurs et des imposteurs. Mais néanmoins, il y a toujours une sorte de préjugé élitiste qui permet de légitimer ce système. J'en viens aux propositions. Puisqu'on ne réfléchit jamais à cette question, pourquoi on ne réouvrirait pas ce débat tout simplement en organisant un débat qui associerait des universitaires, des représentants de boursiers, plutôt que de faire entrer des boursiers dans les grandes écoles, faisons-les participer au débat. Voyons ce qu'ils ont à dire sur cette question du dualisme. C'est une question démocratique, elle apparaît peut-être naïve, mais dans la mesure où financièrement, la plupart des grandes écoles, qu'elles soient publiques ou consulaires, comme les écoles de commerce, mais les écoles de commerce, il y a de l'argent public aussi qui est en jeu à travers les chambres de commerce, on pourrait en fait poser la question de est-ce qu'il est normal de financer sur l'argent public des écoles qui ne profitent qu'à 5% d'une génération. Voilà. Admettons que ça soit normal et qu'au terme de ce débat, on dise oui, c'est tout à fait normal. Alors, quel contrôle on a sur ce financement-là? Est-ce qu'il est normal qu'un certain nombre d'écoles publiques continuent de financer, sous la forme de différents statuts, les études des étudiants qui réussissent au concours? Voilà, Polytechnique, les écoles normales, etc. Ils ont droit à un traitement d'élèves fonctionnaires, ça pose question, puisqu'ils viennent souvent de milieux qui sont plus qu'aisés. On pourrait en faire autre chose de cet argent. Je parle aussi dans mon livre du capital immobilier, qui est formé par un certain nombre d'écoles, qui ont maintenant des succursales en province, à l'étranger, etc. Tout cet argent-là, tous ces lieux-là pourraient être réutilisés pour refaire des universités le centre de gravité de l'enseignement supérieur. Dire tout ça, évidemment, ça peut paraître idéologique, partisan, etc.
il faut quand même se souvenir que c'était le projet de la résistance. C'était tout simplement ce qui, à la Libération, avait été décidé pour mettre un terme en fait à la société élitiste qui reproduisait ce qu'on appelait à l'époque une caste. Et ce mot, comme par hasard, revient aujourd'hui. Donc il y a une cohérence, il y aurait une cohérence à revenir à une réflexion démocratique qui problématiserait autrement le grand découpage en deux de l'enseignement supérieur, et notamment qui poserait la question d'une alternative démocratique à ces modèles sélectionnistes. De manière plus concrète, ensuite, il y a donc des mesures budgétaires, économiques simples qu'on pourrait mettre en œuvre. Moi, c'est ce que je propose. Donc, Thomas Piketty avait fait comme proposition de créer un fonds spécial destiné aux universités, financé par une taxe sur les dons qui sont faits, les dons privés qui sont faits aux grandes écoles, parce qu'ils sont quand même, ça représente des sommes assez importantes. Donc c'est une très bonne idée. Moi, j'irai un peu plus loin et je parlerai de transfert de patrimoine. Par exemple, là récemment, Sciences Po vient d'inaugurer son nouveau campus. Ça a coûté au total 300 millions d'euros. En plein Paris, Saint-Germain-des-Prés. Il y a énormément de mètres carrés dans ce campus-là, plus les campus en province, puisqu'il y a plusieurs Sciences Po Paris a plusieurs campus en province. On pourrait mutualiser ces moyens-là et en faire profiter le plus grand nombre. Après, il y a des dispositions plus, on va dire, classiques, mais qui ont été visiblement abandonnées par les pouvoirs successifs, qui sont le taux d'encadrement à l'université, qui est ridicule, qui est de façon hallucinante stagne ou diminue, alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants, il y a de moins en moins d'enseignants par étudiant. Donc ça, c'est quand même important d'y revenir. Et de manière plus générale, là, c'est la question, puisqu'il y a des gens du CEREC dans la salle, je pense que ça peut intéresser, c'est la question de l'accès à l'emploi. C'est-à-dire qu'on pense toujours à l'accès aux écoles, puis ensuite, peut-être qu'ils auront un diplôme, et puis on verra bien comment ça se passera pour eux, etc. Sauf que comme ces dispositifs d'ouverture sociale sont faits pour une minorité qui sont par définition élitistes, ça ne peut pas modifier la structure sociale, c'est ce que toutes les enquêtes montrent en fait. C'est que même si y a quelques boursiers par-ci par-là qui rentrent, au final, si on raisonne par profession et non pas par école, est-ce que les juges, les magistrats se sont démocratisés? Est-ce que les notaires se démocratisent? Est-ce que les médecins se démocratisent dans leur recrutement social? La réponse est non, tout le monde le sait. Donc du coup, se pose la question, si on repense aux ingénieurs qui rentrent en masse dans certaines entreprises, certaines industries, qui recrutent directement à la sortie, voire avant en fait ces brillants diplômés, se pose la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour favoriser la diversité sociale. Et donc il me semble que au regard de l'évolution du droit ces dernières années, c'est plus du tout un tabou visiblement d'introduire des objectifs ou des formes de quotas dans les grandes écoles. On peut être pour ou contre, mais n'empêche que maintenant le droit le permet. Donc il est tout à fait étonnant qu'on ne puisse pas introduire un pourcentage minimal de diplômés des universités dans les professions les plus prestigieuses, à condition que ça s'accompagne évidemment d'une formation, de passerelles, pour que les compétences soient réellement détenues. Mais il n'y a pas de raison qu'on considère que 100% des centraliens occupent telle position dans telle entreprise, ou 100% des polytechniciens, en considérant qu'ils sont prioritaires parce que c'est les meilleurs. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour, soit par la loi, soit par des chartes et de la soft law, favoriser l'accès des diplômés des universités aux positions de pouvoir qui sont presque automatiquement données à des étudiants diplômés des filières d'élite. Nous sommes partis pour refaire le monde. Je crois qu'on peut donner la parole à la salle pour vos réactions. Alors, Henri, Vanessa, tu la poseras? Merci. Présente-toi. Henri Eckert, Université de Poitiers, puisqu'il faut dire qui on est et d'où on vient.
Je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous, Paul Pasquali, quand vous dites qu'il faut historiciser les choses et comprendre comment s'est structuré un système d'enseignement supérieur qui hiérarchise de cette manière-là, quoi. Je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en vous écoutant, je me disais autre chose. Je me disais, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question en termes de comparaison entre la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, enfin, avec d'autres pays, quoi. Et donc, se demander comment se fait-il que la France ait produit ce système-là de sélection, alors que l'Italie, qui produit des élites de la même manière, le fait très très bien, quoi, mais avec d'une toute autre façon, quoi. Alors se poser la question comme ça, me semble-t-il, m'amène à me dire que, bon, d'un côté, il y a effectivement comment ça se passe ailleurs, mais aussi si ça se passe ailleurs d'une autre manière, est-ce qu'on n'en revient pas à la question que vous posiez d'une certaine manière au départ, quoi? Est-ce que l'enjeu n'est pas d'abord la structuration de l'espace social globalement, quoi, qui fonctionne sur des hiérarchies, et que ce qui est reproduit d'abord, ce sont ces hiérarchies-là, quoi. Voilà la question. Je me fais l'écho de la question d'Ingrid Tucci qui rebondit avec celle d'Henri Eckert. Elle dit « L'Allemagne n'a pas ce problème de reproduction sociale par les grandes écoles et ce n'est pas un pays d'incapables. Je vais être radicale, mais ne faudrait-il pas qu'elles disparaissent tout simplement, que les fondations qui les financent, les financements de l'État, soient utilisés pour les universités ?» Je pense que... je réponds ou pas ? Oui. Je pense que le problème des grandes écoles, c'est pas les grandes écoles, elles ont une fonction sociale de reproduction, mais on supprimerait demain les grandes écoles, il y aurait toujours de la reproduction sociale sous d'autres formes. En Grande-Bretagne, c'est pas des grandes écoles, Oxford, Cambridge, et pourtant c'est un équivalent fonctionnel des grandes écoles. Aux États-Unis, c'est exactement la même chose. La Ivy League reproduit peut-être plus encore efficacement qu'en France les inégalités de départ. Donc je pense que l'Allemagne, je connais pas beaucoup, mais j'ai toujours entendu parler des amis qui connaissaient bien le cas allemand et en me disant effectivement, il n'y a pas les grandes écoles, etc., mais il y a une élite et cette élite se reproduit aussi. Sous d'autres formes. Donc la question, finalement, c'est de trouver des manières de reproblématiser la reproduction sociale pour pas en faire une sorte de loi immuable et de se rendre compte qu'elle dépend de rapports de force politique. Voilà, et du coup, il faut éviter de poser la question en termes de l'école. Est-ce que l'école peut permettre... Mais de quelle école on parle, en fait? Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais en fait, il y a une grande division qui sépare le public du privé en France. Alors, il ne faut pas caricaturer, ça dépend des régions, ça dépend du genre d'établissement privé. Mais par exemple, le taux de boursiers dans l'enseignement privé, aujourd'hui, l'enseignement secondaire privé, il est 2 fois inférieur à celui de l'enseignement public. J'ai jamais entendu parler d'une politique d'ouverture sociale de l'enseignement privé. C'est quand même intéressant. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les grandes écoles, mais pas sur les collèges privés, par exemple? Pourquoi il ne faudrait pas qu'il y ait plus de boursiers dans les collèges privés? C'est intéressant. Ça veut dire qu'il faudrait une action systémique, en fait, à tous les niveaux. Je ne parle même pas aujourd'hui, on pourrait en parler, il y a des gens qui sont plus compétents que moi dans la salle, de l'enseignement technique. Qu'est-ce qu'on fait de l'enseignement technique? Et sa place dans l'enseignement supérieur, historiquement, comment elle a diminué? Elle s'est petit à petit... elle a été supplantée par un certain nombre d'autres types d'enseignements soi-disant plus légitimes. Bon, en tout cas, je ne sais pas pour l'Allemagne et je ne sais pas si ça suffirait à tout supprimer, mais la vraie question, c'est les conditions dans lesquelles on peut neutraliser une partie de l'héritage dans la transmission du statut. Voilà, aujourd'hui, le problème, il est là. Il est que l'héritage se perpétue, se transmet de génération en génération à coup de capital culturel, à coup de capital économique, et on essaye à chaque fois d'agir un peu trop tard sur des causes très locales, très ciblées, effectivement, faute d'avoir une solution systémique. Ce qui rejoint un peu votre remarque, c'est qu'effectivement, c'est le problème de l'espace social en général, et donc d'une vision plus large et plus systémique. Et à mon avis, c'est pas trop la tendance aujourd'hui. Oui, moi je voulais revenir sur des propositions qui sont géniales, au sens où à la fois on se dit, et tu le dis bien dans ton livre, il y a eu un certain nombre de moments historiques où il s'est agi
détricoter les grandes écoles, hein, et les grands établissements. En revanche, quand tu dis, voilà, l'université, si on mettait les fonds des fondations publiques, des fondations sur l'université, il me semble qu'à l'université, mais je suis peut-être j'ai une vision trop enchantée de l'université, elle est porteuse quand même d'une vision critique à la fois de l'élitisme et à la fois des propositions, j'allais dire, toutes faites sur la reproduction sociale et tout ce que tu veux. Et je me dis qu'on est bien loin du compte dans tes propositions à toi. C'est-à-dire que l'université est-elle capable, dans l'état où elle est, de prendre en charge à la fois, la non-reproduction sociale et la scolarisation au plus haut niveau de cohortes d'élèves, non. Et cette question-là, elle me fait penser à ce que vous avez dit, monsieur, sur, vous dites en seconde, les élèves nous arrivent, ils font 3 fautes dans une phrase et ils ne savent pas lire. Pas tous, hein. Attends, mais... oui, mais et vous avez l'air et cette phrase pour moi résonne comme un article dans un journal assez récent qui disait: on n'arrête pas dans notre système scolaire de dire que les profs d'avant n'ont rien fichu. C'est-à-dire, les instituteurs fichent rien et ils sortent des élèves qui ne sont pas capables d'être en 6e. En 6e, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait les instituteurs? Ils ne savent pas lire ni écrire. Et ça va voilà. Et ça va jusqu'à... Donc, j'étais un peu... Voilà... Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas votre posture, j'en suis sûr, non, mais ça suggérait un tout petit peu ça. Le truc, c'est que, en fait, moi, comme j'ai enseigné aussi à ces élèves, j'imaginais que les enseignants qui allaient récupérer les élèves que j'ai eus allaient dire la même chose. Vous voyez, c'est pas du tout une critique sur mes collègues de collège, hein, pas du tout. C'est juste un constat. C'est-à-dire, voilà, l'enseignant, il fait toujours ce qu'il peut. Mais le constat est que les inégalités de niveau, parce que tu parles du privé, c'est très juste, mais le public je pense au lycée de centre-ville, on est sur le même ordre de ségrégation. En fait, il y a un enseignement scolaire à 2, 3, 4 vitesses. Le problème, il est là, et c'est pas du tout une critique sur les enseignants. Hein. Motivé, oui, mais motivé, en fait, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que... Ils ne sont pas démotivés. Motivé, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que on est aussi, moi je trouve, hein, moi je vois ça vraiment de l'extérieur, hein, mais je trouve qu'il y a une fatigue institutionnelle très forte au sein de l'enseignement secondaire. Voilà. Et que, manifestement, on est dans un système où les profs sont usés. Et je trouve qu'il y a une désincitation manifeste à l'investissement, quoi. Voilà, tout simplement. Pour essayer de rapprocher les deux propositions qu'on a entendues, est-ce qu'on pourrait dire que le fonctionnement institutionnel actuel de l'éducation nationale est un facteur fort de l'immobilisme structurel, du maintien, de l'entretien des formes de domination qu'on a dans notre société? Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à cette question, mais par contre, pour faire le lien entre la question et ce qui a été dit juste avant, je crois que de toute façon, la question, c'est celle de l'exigence démocratique, en fait. Faut toujours revenir à ça. Le problème de l'élitisme, c'est pas que c'est une théorie qui pose problème philosophiquement, etc., parce qu'il y a toujours des élites dans les sociétés. La question, c'est à quelle mesure ces élites, elles peuvent être démocratiques ou pas, recrutées. Voilà. S'il y a hérédité d'une génération à l'autre, sont-elles légitimes? Voilà, c'est ça la vraie question. Après, il y a la question de la compétence, mais la compétence, ça se travaille. Je veux dire, c'est le système qui crée la compétence. Je veux dire, dans un autre système plus démocratique, il y aurait aussi moyen de faire de former des gens plus démocratiquement
et en leur donnant la compétence. Donc dans le système actuel, pour répondre à la question de Rosemary Lagrave, non, les universités aujourd'hui ne sont pas capables de faire ça, mais elles ne sont pas là pour ça. On en a fait autre chose. Non. Si, elles sont là pour ça. Non, je ne parle pas de manière normative. Le pouvoir ne les considère pas comme de cette façon-là. Et justement, c'est l'histoire de tous les choix politiques qui ont été faits pour les amener à un moment donné à remplir une autre mission que celle qu'elles auraient pu remplir ou même qu'elles ont rempli par le passé. Voilà. Mais c'est pareil pour le lycée, etc. Moi, la question après qu'il faudrait poser, moi je m'interdis de faire ça parce que je me rends compte que c'est une facilité. Souvent les experts, les sociologues, ils disent ils ont une solution miracle en termes d'architecture. Il faudrait créer des établissements comme ça, il faut changer le cursus. Bon. Et à chaque fois, soit c'est irréaliste, soit quand ça s'est appliqué, ça donne pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'une question qui était posée au moment de la libération, qui s'est reposée en 68 et qui finalement s'est effilochée, on n'en a plus parlé à partir des années 80, c'est celle du moment où interviendrait la sélection à proprement parler. Et donc il y avait la question du bac, puis ensuite la question de la licence, puis ainsi de suite. Pour les grandes écoles, cette question n'a jamais varié dans sa réponse. C'est le concours d'entrée. Sauf que ce que disaient les résistants, et cette proposition après était dans le plan Langevin-Wallon qui a duré pendant 30 ans comme étant la référence absolue, une proposition qu'on pourrait rediscuter aujourd'hui et qui revient lentement quand même dans le débat public, c'est celle du meilleur moment en fait pour que la génération des bacheliers connaisse ces grandes bifurcations. Le moment important, ça serait éventuellement que tout le monde passe par l'université pendant 2 ou 3 ans. C'était ça qui a été proposé. Et que les grandes écoles aient une vocation à former professionnellement les gens. Ce qui résoudrait la question d'ailleurs de la professionnalisation des universités, le procès qui leur est fait régulièrement. Elles sont là pour former les étudiants au-delà du baccalauréat pendant 2, 3 voire 4 ans, et ensuite c'est les grandes écoles qui font la professionnalisation, c'est leur boulot. Elles sont amenées pour ça historiquement, pour former des ingénieurs. Voilà, donc le fait de faire intervenir trop tôt la question des classes préparatoires, parce que le nerf de la guerre, c'est les classes préparatoires en réalité, c'est pas les grandes écoles, c'est elles qui assurent vraiment le rôle de reproduction le plus tôt, de façon le plus précoce. C'est ça la vraie question. Donc moi j'ai pas de proposition clé en main, mais je me rends compte que tant qu'on ne posera pas de front cette question-là de qu'est-ce qu'on fait quand on a le bac et qu'on veut continuer dans l'enseignement supérieur, eh ben on restera toujours sur des demi-mesures ou des questions du genre il faut un dispositif compensatoire, il faut voilà. Bon. Oui, j'enchaîne, Florence Lefresne-Sérec. Alors, je trouve que c'est très intéressant quand même le débat qu'on a, parce qu'il y a, même si vous n'êtes pas sociologue, votre point de vue d'enseignant est très important. On a un peu deux façons de s'y prendre différentes, en tout cas des niveaux très différents. Vous vous alertez sur ce qui se passe vraiment en amont, et ça se passe même encore plus en amont, parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe à l'école ? Qu'est-ce qui se passe à l'école que vous retrouvez en collège et qu'on retrouve dans les résultats de PISA? Moi, je veux juste dire d'un mot que si vous enlevez dans PISA passé à l'âge de 15 ans, les gamins qui sont encore en collège à l'âge de 15 ans, donc les gamins qui ont redoublé, vous avez la France au niveau de Shanghai en performance scolaire. Et ça dit bien à la fois ce que gomme complètement cette moyenne absurde qui nous situe dans PISA et ce qu'il en est des inégalités sociales de performance. Donc la question, elle est quand même, qu'est-ce qui se passe à l'école ? Et qu'est-ce qui se passe à l'école ? On a des choses importantes, y compris des données chiffrées qui nous permettent de dire que la dépense par élève en France, elle est 2 fois moindre pratiquement que ce qu'elle est au Royaume-Uni ou en Belgique, puisqu'il y a des Belges dans la salle. C'est encore plus frappant la différence avec le Luxembourg. Qu'est-ce que c'est que la dépense par élève ? La dépense, c'est du salaire. Ça compte le salaire des enseignants, quand même. Ça entre en ligne de compte dans la qualité de l'enseignement. Il faut le voir aussi comme ça, et pas seulement comme une simple variable de rémunération personnelle. Et ça prend en compte aussi la taille des classes, très important. Dans l'atelier antérieur, on disait qu'on n'avait pas encore d'évaluation sur les effets de réduction des classes en REP ou REP+,
Et c'est bien dommage parce que c'est quand même un élément important. Voilà. Donc, je veux dire, il y a quand même une focale sur qu'est-ce qui se passe à l'école. Bon. Deuxièmement, il me semble que la mobilité sociale, c'est deux choses. C'est le lien entre l'origine sociale et le diplôme, et c'est ensuite le lien entre le diplôme et la position sociale. Il faut les deux mouvements pour construire de la mobilité. Mobilité, vous l'avez rappelé au début de votre propos, qui ne bouge quasiment pas. C'est d'une stabilité féroce. Hein, si vous prenez les enquêtes FQP depuis le début des années 90, vous avez une stabilité sociale absolument remarquable. Hein. Un peu de... Voilà. Donc, c'est donc les deux mouvements qu'il faut regarder, hein, ce dont on a beaucoup parlé, l'origine sociale et le diplôme, et ensuite la distribution des places sur le marché du travail une fois le diplôme en poche. Parce que effectivement, tu peux faire rentrer tout le monde à l'université si de toute façon les mécanismes de sélection du marché du travail sont tels que tu mets tout le monde dans ce que les économistes appellent une job competition et où de toute façon ils ne pourront pas rentrer, tu recréeras naturellement tous les phénomènes de sélection qui feront que l'université machin sera mieux positionnée que l'université truc et qui sera mieux positionnée que, etc., etc. Tu vois, il y a vraiment ces deux mouvements à appréhender. Qu'est-ce qui se passe à l'école et qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail? Enfin, je m'arrête là. Juste une dernière remarque pour ne pas censurer les personnes qui sont en visioconférence et qui ont disparu. C'est embêtant. J'ai plus personne. Bon, je vais me faire je me souviens un peu de la question. Il y avait une première question qui était de Nicolas Prokovas, je crois, qui interpellait sur est-ce qu'on peut mettre toutes les grandes écoles un peu dans le même panier, finalement. Par exemple, il vient de parler, est-ce que l'ENS c'est comme les autres? Est-ce que voilà. Et une autre question complémentaire d'Ingrid Tucci qui renvoyait à la condition des enseignants qui sont dans des conditions d'exercice de leur profession très difficiles, avec de plus en plus de précarité, des niveaux de rémunération qui ne sont pas à la hauteur. Voilà, est-ce que ça pourrait être aussi des leviers qui pourraient améliorer globalement les choses, aussi pour les élèves? Moi, je dirais juste qu'il y a une très grosse polarisation au sein du champ des grandes écoles, mais que le champ des grandes écoles, il se situe dans le champ de l'enseignement supérieur et que, du point de vue des universités, toutes les grandes écoles marquent leurs différences, et de plus en plus, au point que les universités, certaines universités mieux dotées que d'autres, veulent ressembler à des grandes écoles, voire demandent le statut de grand établissement qui les rapprocherait de celui des grandes écoles. Donc oui, ça a du sens, sous un certain rapport, de parler des grandes écoles de façon homogène, à condition de revenir à chaque fois à leur hétérogénéité pour expliquer les rapports d'infériorisation ou au contraire de distinction qui les unit, qui les séparent en même temps. José Rose de Aix-Marseille Université. En écoutant l'exposé de Paul, j'ai souvenir que dans les années 80, la lutte dans l'enseignement supérieur contre le dualisme était encore vivace. Et puis ça s'est estompé au début des années 90, en tout cas c'est le souvenir personnel que j'ai. Et je me suis toujours interrogé sur les raisons pour lesquelles ceci. Alors mon hypothèse, c'est de ça que je lance pour la discussion, mon hypothèse c'est que nous ne sommes pas parvenus à faire de cette question-là une question partagée au sein de la société. Et il faudrait comprendre pourquoi en regardant l'ensemble des acteurs. Alors bien sûr, on a beaucoup parlé de l'école, on a beaucoup parlé du lobby des grandes écoles, on a parlé aussi du rôle des responsables publics, mais il me semble que quelque chose s'est passé aussi du côté des jeunes et du côté des familles. Est-ce que, aujourd'hui, les familles sont vraiment opposées à ce dispositif-là? Ou est-ce qu'on est déjà, depuis les années 90, c'est mon hypothèse, entré dans un
un dispositif où la question de l'orientation est devenue centrale, la question de la réussite des élèves, et aussi bien dans les couches les plus favorisées que dans les couches intermédiaires, eh bien, il y a cette envie de gagner cette bataille. Alors, est-ce que c'est intéressant de regarder dans cette direction ou pas? En tout cas, il y a une forme de dépolitisation de la question à partir des années 80. En gros, après la loi Savary, mais pas celle dont on parle souvent sur l'enseignement privé, la loi Savary sur l'enseignement supérieur, qui en fait visait à rapprocher les grandes écoles et les universités. Et en fait, le texte a été édulcoré suite à une mobilisation sans précédent de la droite, et notamment des syndicats universitaires de droite. On a parlé à l'époque de mai 68 à l'envers quand même. C'était très 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 dur ce qui s'est passé donc en 83-84. Et effectivement, après, il y a une dépolitisation, mais j'ai envie de dire à l'image du reste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la lente dérive des forces progressistes en France, qu'elles soient politiques ou syndicales, qui se sont repliées sur la défense soit de solutions intermédiaires dites réalistes, soit sur la défense du statu quo pensé comme un acquis, et non pas sur une vision plus proactive, plus offensive en fait, des choses à conquérir. Et là où par contre, j'ai pas d'éléments sur les familles dont parle José Rose, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une forme de conversion idéologique justement à cette excellence et au fait de penser les choses de manière de plus en plus individuelle, y compris au sein des familles elles-mêmes. Les destins individuels de chacun se pensent de façon beaucoup plus, alors pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une dépolitisation lente et certaine qui s'est faite de cette question-là, au point que aujourd'hui, moi, quand je parle du dualisme, j'ai l'impression à chaque fois de dire un gros mot, de passer pour un fou, en fait, alors que il suffit de prendre n'importe quel texte, n'importe quel numéro du Monde, du journal Le Monde des années 80, pour voir qu'elle était encore discutée et discutable. Tout ça, ça s'est complètement envolé, et c'est vrai que les filières d'élite ont la cote, qu'elles ont changé elles-mêmes, c'est plus du tout les mêmes filières d'élite aujourd'hui qu'avant, qu'il y a des petites écoles qui ont réussi à passer pour plus grandes qu'elles n'étaient auparavant, qu'elles ont plus de moyens qu'auparavant, et qu'aujourd'hui, avec Parcoursup, c'est quand même un cas d'école, Parcoursup montre que le fait de sélectionner le plus tôt possible et de ne pas permettre à tout candidat d'accéder après le bac à une formation au nom du manque de place, eh bien c'est logique et normal aujourd'hui. C'est rentré dans le droit pour certaines filières dites sous tension. C'est quand même intéressant. C'était impensable avant. Aujourd'hui, c'est pensable. Et si c'est devenu pensable, c'est qu'il y a des choses, et notamment le dualisme, qui est devenu, pour le coup, indiscutable. Et ça, c'est le travail, je pense, des partis politiques, c'est le travail des syndicats étudiants qui sont très silencieux sur la question, ou alors de manière totalement incantatoire, et c'est le travail peut-être aussi des intellectuels que nous sommes, parce qu'en réalité, nous, universitaires, par rapport à d'autres époques, on a un discours bien peu offensif, en réalité, sur la question, et on se contente de demi-mesures ou de petits ajouts budgétaires qu'on va grappiller, sans voir, en fait, le tableau d'ensemble. Alors, je suis désolée, il faut qu'on s'arrête. Donc, toutes nos excuses, il y avait encore des questions. Je n'ai pas vu qui c'était, mais il y avait Gilles et Hélène. 3 minutes. Ah, je suis pas chef, moi, mais Vanessa, la chef, elle dit non. Et donc, la chef a dit non. C'est ça. Voilà. Ben, les questions, on pourra les poser sur le chemin en sortant du MUSEM. Bon, merci beaucoup à tous les deux.